légende d'Anshin et d'Eva. Bien qu'aucun texte ne vienne corroborer l'exactitude de cette légende, plusieurs indices historiques à l'île et plusieurs lieux géographiques laissent à penser de sa réalité. Je vais donc vous conter l'histoire d'Anshin et Eva. Sur la côte est de l'île, il y avait un gros blanc, on l'appellera Monsieur Alexis, qui se trouva à la tête d'une propriété si grande que celle-ci courait jusqu'à la montagne. Lui-même ne savait plus où finissaient ses terres et n'aurait pu dire le nombre d'esclaves qu'il possédait à ce jour. Comme la plupart des propriétés, les esclaves travaillaient dur, mangeaient peu, recevaient souvent le fouet. Hommes et femmes, attachés à moitié nus au milieu de la cour, avaient droit au chabouk sous l'œil du maître, qui comptait les coups, allongé sous la varangue dans son fauteuil créole, sirotant un verre de rhum arrangé, profitant de ce bon moment de délassement. Quand M. Alexis n'était pas trop fatigué, il tenait lui-même la chabouque. Question de faire rien de sport, de transpirer un peu comme son médecin le lui conseillait parfois. Et tous le craignaient. Lorsque la colère le prenait, même les manguiers de la cour tremblaient, et sa femme se précipitait devant une image pieuse. « Seigneur, faites que la colère de mon mari tombe, je vous en supplie. » À vrai dire, une seule personne n'avait pas peur de lui, sa fille. Quoiqu'elle ne fût pas plus forte qu'un autre, ni plus courageuse pour résister ainsi à son père, elle traitait tout avec douceur. Et puis, elle était si belle. Les anges n'étaient-ils pas jaloux en la regardant? Un visage fait pour apaiser le cyclone, arrêter les laves du volcan, tarir les eaux des inondations. Et son sourire, un baume à mettre sur les plaies des esclaves. D'ailleurs, nombre d'entre eux supportaient le sort en remerciant le bon Dieu de leur avoir donné la chance de voir de temps à autre mademoiselle Margot, qui plus d'une fois avait demandé qu'on arrêtât les coups de fouet. Alors on lui expliquait que c'était pour le bien des esclaves. Si celui qui le mérite n'a pas sa punition, le travail n'avance pas, et qui n'aura pas à manger? S'il te plaît, père, juste pour me faire plaisir. Ah, s'il te plaît, ne me parle pas dans ce charabia. Mais dès qu'il levait le regard sur la jeune fille, son cœur devenait doux. Et les esclaves ne finissaient plus d'embrasser la terre pour la remercier. Un jour, ton bon cœur et ta sensiblerie te perdront. Mademoiselle Margot, d'un sourire plutôt triste, exprimait sa gratitude à son père. Un jour, Eva, une esclave qui travaillait dans la maison du maître, commit une faute impardonnable. Elle brisa un vase de fleurs en faïence, sans aucune valeur et même quelque peu ébréché. Madame lui dit de ramasser les morceaux rapidement, de les jeter et de tout nettoyer correctement, car elle ne souhaitait pas en parler à son mari. Au fond, elle était même contente, elle n'aimait pas ce bibelot. Mais monsieur Alexis ne tarda pas à s'apercevoir de la disparition du vase, et sans chercher qui avait gagné ou perdu, condamna Eva à 20 coups de chabouc. Eva, il ne l'aimait pas. Il la trouvait trop jolie pour une esclave. De plus, elle était intelligente. Quelquefois, il reconnaissait que si elle n'était pas noire, il aurait peut-être tenté une aventure avec elle. Mais l'affaire se corsait du fait qu'Eva était au service de madame, qu'elle ne quittait jamais. Et puis, ce qui l'énervait davantage, c'est qu'Eva avait un amoureux, depuis quelque temps. Un certain Anshin, un caf de belle allure, musclé et sachant bien réfléchir. Ce jour-là, en plein soleil de midi, le gros blanc profita de l'absence de sa fille pour faire fouetter Eva jusqu'au sang. Lorsqu'Anshin vit le sang couler sur le dos d'Eva, il serra les dents, gonfla la mâchoire, plissa les yeux. Ce soir-là, Eva et Anshin décidèrent de se sauver dans les bois. Ils préparèrent leur plan, et au cœur de la nuit s'enfuirent. Malgré le ballot qui pesait sur son dos, Anshin se sentait plus léger que le duvet de l'oiseau dans la brise du mois de mai. À ses côtés, Eva avait même oublié la douleur de ses blessures. Un parfum de liberté flottait dans l'air, et c'était bon. Ils se dirigèrent vers la montagne, franchirent la rivière du Mas, traversèrent la forêt et un champ d'épines. Au petit jour, ils arrivèrent au pied d'un pic couvert d'une végétation dense. L'eau d'une source coulait de tous côtés, et sur le piton, on avait regard sur tout. Anshin lâcha son ballot et dit « Voilà qui fera notre affaire. »
Après un court repos, ils prirent un sentier menant au piton. Là-haut, ils trouvèrent un plateau, défrichèrent et semèrent riz, patates et songes. Puis, ils construisirent une cabane. Parfois, Anchin allait pêcher l'anguille, le poisson, la crevette dans une mare située en aval. Parfois, il allait chasser le tangue et mettait la viande à boucaner. Mais jamais il ne s'éloignait trop de leur gîte. Pendant ce temps, Eva faisait le ménage et travaillait la terre. Quelle vie tranquille! Et pour montrer aux deux marrons à quel point il était généreux, Dieu permit au ventre d'Eva de s'arrondir. Mais M. Alexis n'était pas resté les bras croisés. Il avait demandé à Bronchard, l'un des chasseurs de l'île, de retrouver les deux fugitifs. Il étouffait de rage. C'était bien la première fois qu'un esclave osait le narguer. De plus, il était parti avec la jolie Eva. Bronchard se mit aussitôt en route. Il monta jusqu'au grand étang, dans les hauts de Saint-Benoît, déboucha à Mansueul, puis remonta la rivière du Mas, sans résultat. Un jour, il pénétra dans le cirque de Salazie et passa la journée à chercher de tous côtés. La nuit tombait, le temps se gâtait. Depuis 2 ou 3 nuits, il avait remarqué qu'une étoile de la constellation de Magellan disparaissait. Mauvais signe. Et puis il faisait chaud et l'air si lourd était presque irrespirable. La peur gagna Bronchard. Si un coup de vent le surprenait dans la forêt, de nuit, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Il était au bord d'un rempart qui surplombait la ravine et nul endroit où se protéger du vent, de la pluie. Alors il décida de faire demi-tour. Mais soudain, il entendit le bruit d'un pas. Il se cacha derrière un arbre, le fusil prêt. Un beau cafre, à moitié nu, déboulait dans le sentier. Bronchard reconnut son lièvre. Anchin, rends-toi! Le noir marron réalisa ce qui l'attendait. On allait le reprendre, le ramener sur la propriété, le fouetter, couper ses pieds, le remettre en esclavage. Plutôt mourir. Sans hésiter, il se jeta dans le vide en même temps qu'éclata un coup de fusil suivi d'un hurlement. Au bord du rempart, Bronchard écarquilla les yeux. Rien ne bougeait. Il rechargea son arme. Comme il devait ramener une main du fugitif, il lui fallait retrouver le corps au fond de la ravine. Il s'apprêtait à descendre quand un souffle d'air lui brûla le visage, puis la pluie écrasa la végétation tout autour de lui. Pas de chance. Il devait regagner la côte au plus vite. Il reviendrait chercher sa proie plus tard, dès la fin du mauvais temps. Sous les gifles de la pluie, Anchin finit par retrouver ses esprits. Rien de grave, que des égratignures. Je reviens de loin, merci Seigneur. Lorsqu'il se releva, il pensa à sa femme, à ses enfants, au fusil du chasseur. Alors, il se replia sur lui-même, un galet à la main. Le temps passa. Personne dans les parages, il partit alors à la rencontre des siens. Après le passage du cyclone, M. Alexis tomba gravement malade. Par ailleurs très occupé à la remise en état de sa propriété, il oublia Eva et Anchin. Mais plus le temps passait, plus ses forces déclinaient. Quelquefois, une quinte de toux le secouait, d'autres fois c'était une violente fièvre. Tous les médecins avaient défilé devant lui. Un jour, il demanda à Bronchard d'aller s'assurer de la mort d'Anchin, puis de lui ramener Eva enchaînée. Le chasseur, à la tête d'une nouvelle expédition, force d'une douzaine de fusils, entra dans le cirque de Salazie. 2 par 2, ils fouillèrent les coins et recoins. Rien. Ils remontèrent les ravines, escaladèrent les remparts. Toujours rien. Après 3 jours de marche, il ne leur restait plus qu'à grimper sur le pic planté au milieu du cirque. Mais pourquoi l'auraient-ils fait? Qui aurait bien pu avoir l'idée de vivre sur le piton? D'autant qu'il n'y avait pas de chemin d'accès. Au même moment, sur le piton, estimant que le temps était propice à l'ensemencement, Anchin s'apprêtait à brûler de l'herbe. « Non, Anchin, pas aujourd'hui. Mieux vaut attendre un peu. » Eva avait pressenti un danger. « De quoi as-tu peur? Personne ne viendra me chercher ici, ils pensent tous que je suis mort. » Comme à son habitude, Anchin ne revint pas sur sa décision, et l'herbe brûla. La fumée qui s'éleva du piton n'échappa pas à Bronchard. Ses amis prirent chacun un sabre pour ouvrir un sentier, faisant le moins de bruit possible, à mesure qu'ils s'approchaient du sommet. Lorsqu'Anchin leva la tête, c'était trop tard. Le piège était refermé sur lui et les siens. Bronchard enchaîna hommes, femmes et enfants. Les chasseurs reprirent ensuite le chemin du retour.
À leur arrivée sur l'habitation, ils apprirent que M. Alexis était mort et enterré depuis 2 jours, et que les rênes de la plantation se trouvaient entre les mains de mademoiselle Margot, au grand soulagement des esclaves. Enlevez-leur les chaînes. À genoux, Anchin et Eva remercièrent la jeune femme. Relevez-vous, vous êtes libre. Si vous voulez rester ici, il y a du travail pour vous. Si vous voulez repartir là d'où vous venez, on ne vous dira rien. Anchin travailla pendant un temps pour mademoiselle Margot, sans doute afin de lui prouver sa reconnaissance. Puis, répondant à l'appel de la montagne, il refit son ballot et regagna le cirque de Salazie. Sur le Piton, Eva lui donna d'autres enfants. Bien que vivant isolés et cachés, les esclaves marrons étaient solidaires entre eux et nouaient des alliances familiales. Ainsi, 2 des filles d'Eva et d'Anchin épousèrent de grands chefs marrons. Marianne se maria avec Simondet, qui deviendra également célèbre, et Simon Gavol avec Matouté, qui fonda un royaume entre le cercle naturel de Mafat et celui de Salazie. Il laissa son nom à un sommet des Hauts de l'île, le Simondef, qui culmine à 2228 mètres. Sa compagne Marianne a laissé son nom à un relief du massif du Piton des Neiges, la crête de la Marianne. Simon Galov, la compagne du chef Matouté, vivant dans une caverne profonde aux 3 Salazes, dans le cirque de Sillaos, sut fédérer nombre de petites tribus contre les esclavagistes de l'île. Elle est décrite comme guerrière et conseillère, et fut la 11e chef de la bande de marrons combattant le pouvoir colonial. Le Piton, où se sont réfugiés Eva et Anchin, culmine à 1356 mètres. C'est là qu'ils y vécurent heureux et libres, et qu'ils y moururent. Depuis, ce lieu de l'histoire de l'île porte le nom de Piton d'Anchin.